Murder and wine. Des meurtres et du vin. Et bonjour. Je savais pas quoi dire. Je sens que t'es Traumatisée. Voilà, frustrée par... Mais tu peux dire hey si tu veux. Oh, hey. C'est quoi les termes d'annonce de bonjour qui sont acceptables pour toi, Charlotte? Ah, il y en a. Tu sais quoi, on va les essayer puis on verra. Ok, Est-ce donc que tu connais? hi, il est sur le côté des non recevables. Bah après toi tu peux Hey, dire, moi, on j'ai peut. du mal. Ouais. Bonjour, ça J'ai passe. combien de veto? Autant que tu veux. Ah, trop bien. C'est Ouais, pratique. c'est bien. Hein? Nickel. Bon, qu'est-ce que tu racontes de belle, de beau? De beau, je suis en vacances. Wouhou! Ouais, c'est la belle vie. C'est le 5e jour de 20 pour moi, donc je suis sur un petit marathon. Et là c'est le 5 ou là c'est 6? Là, c'est 5e, je crois. Ah, ok. Enfin, je sais plus. Je suis désolée. En même temps, il est tôt. Tu peux aller te coucher après. Alors, hop, t'as ouvert déjà? Non, j'ai pas ouvert. On n'a pas ouvert, ouais. Attends, tu racontais ta journée. Ma journée, bah écoute, journée de vacancière, hein, on est allé bruncher. Si vous êtes sur Montpellier, je vous conseille d'aller bruncher au Bonobo. Faut bon. Voilà, Bonobo, c'est délicieux. C'est tenu par des amis à nous, Nick et Gemma. Et donc, on est allé là ce matin et je t'ai rejoint sur ta belle terrasse. Mais ouais. Quoi de mieux T'es gelée. Quoi de mieux que de pneu? Je sais pas. Attends, si je te tiens le fil. Merci. C'est Parce gentil. qu'elle était en train de galérer avec le fil des écouteurs. Yes. And here we go. Tu nous dis ce qu'on boit? Alors, maman. Marie. Qu'est-ce qu'on Tu boit? auras notre blague pour tous les épisodes. Hein. Oh, oui, c'est alors. On voilà. boit pour ceux toi, qui, Marie. Voilà, pour ceux. Oui, exactement. Ma mère me fait boire. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, en fait, Marie, c'est ma mère qui était frustrée parce qu'on parlait pas assez du vin. Donc maintenant, on fait attention de bien me présenter le vin avant chaque épisode, sinon je vais me faire gronder, quoi. Ouais. Donc là, on est sur du rosé. On a décidé de changer. C'est l'été. Voilà, chaud. c'est l'été, il fait chaud, vive les glaçons, vive le rosé piscine. Donc on est sur un domaine Guinan, Mhm. éternel été, il s'appelle, donc on est dans le thème. Ça tombe trop bien. Voilà, rosé aromatique et délicieux pour accompagner une tarte aux oignons. On n'a pas mangé ça, mais On a mangé de l'oignon. Donc Oui. on est très très bon. On n'est pas très Voilà, loin, disons. donc à Saint-Christol, dans le 34. Ah, c'est du local. Voilà, Parce que local. nous sommes dans On l'Occitanie. représente le 3-4. Voilà. Je sais pas si ça se dit le 3-4. Si. Le 9-3, pas le 3-4. Le 3-4, c'est quand tu viens de la street, tu dis le 3-4. Allez. Ok, donc je viens de la street ou pas. Allez, sur Cheers. ce. Voilà, ben écoute, Et toi, quoi de neuf? honnêtement, je sais même pas. Il y a eu beaucoup de choses. Je travaille quand même pas mal en ce moment. C'est la Ouais. saison, c'est la période. Mais c'est très bien. Tout va bien. Ouais. Tout roule. Eh ben écoute. J'ai pas d'infos à parler parce que je fais un peu le... Enfin, non, c'est pas tout à fait vrai. Je regarde pas les infos parce que ça m'énerve. Sauf que j'ai quand même pris un petit malin plaisir à regarder Donald Trump se fait arrêter. Donc, j'ai passé ma petite après-midi, soirée sur CNN Ah ouais, c'était magnifique. pour voir que... Donc Donald c'est Trump a incroyable. été arrêté, donc en tant qu'ex-président, il a été, quand tu dis en français, impeached. Alors, c'est pas pareil ce qui se passe là. Impeach. Non, je sais, mais il a Ouais. été impeached 2 fois. Alors, Il a été tu sais que je garde Lingui ouverte maintenant pendant nos sessions Ouais. parce que du coup, sinon, je sais pas me traduire, même que ça soit un peu mon métier, mais je bois pas pendant que je travaille. Ah non, c'est dommage. Destitué. Voilà, destitué 2 fois, arrêté 2 fois, enfin bon bref, c'est la cata. Et il y en a 2 à venir. Voilà, et Berlusconi est mort. Wouhou! Donc c'est une bonne journée pour... Oui, c'est vrai que cette semaine a Voilà. été cool, quoi. C'est pas mal. Moi, écoute, des semaines comme ça va, je gère. Après, il en manque 2-3 et on sera bon. Putain, Poutine, Ouais, putain Poutine. Poutine. Il reste, oui, quelques-unes d'autres, mais bon, sinon, Oui. on est bien et sur la Oui. bonne voie. On postera la liste sur notre Instagram. Notre kill list. Des meurtres à venir, des histoires qu'on vous racontera Voilà. avec un malin plaisir. Avec du encore spoiler. plus que d'habitude. Bon, bah écoute. Et puis voilà, après c'est tout. Bon, Let's tant go. mieux. Let's go. Bon, comme d'hab, c'est moi qui commence. Alors, aujourd'hui, je te raconte l'histoire de
le roi de la saucisse. J'étais tellement prête à avoir un roi. Alors, en fait, en vrai, il y en a deux. Il y a deux rois de la saucisse? Attention, je n'ai pas fini. Entre guillemets, il y en a deux connus qui étaient des producteurs de saucisses et aussi des tueurs. D'accord? Nice. Alors, en fait, c'est en vrai, apparemment, il y a plein de rois de la saucisse meurtriers, apparemment, ce qui est un peu bizarre. Tu vois, c'est là où je me dis que manger de la viande, ça te réussit pas forcément. C'est pour ça que tu es végétarienne. Ah, oui. Exactement. Mais en fait, il faut pas les confondre avec les autres rois de la saucisse, mais qui tuent pas. Et il y en a beaucoup. Jim Morrison, il s'appelait le roi de la saucisse. Ah, mais c'est pas... Moi, je pensais pas à cette saucisse-là, en fait. Oui, ben il faut pas. Ok, d'accord. C'est une saucisse que tu... Bon, j'allais dire que tu manges, mais... Ouais. Oui. Maman n'écoute pas. C'était beau, Charlotte. Non, c'est horrible. Donc, ils sont forcément autodéclarés comme étant le roi de la saucisse. Évidemment. Le premier, c'était Adolf Lutgert. Alors lui, il tua sa femme en 1897 à Chicago et il fera décomposer son corps dans un tank pour fabrication des saucisses avec de la soude caustique. Ouais, et la rumeur courra longtemps comme quoi il aura fait manger son corps via ses clients, mais c'est une rumeur infondée, mais assez fun. Très fun, Très j'adore. fun. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le roi de la saucisse 2, la suite, le la retour revanche de la saucisse. Exactement. Alors, ils n'ont aucune relation, d'accord? Celui-là s'appelle Stuart Alexander. Il est né en 1961. C'est tueur en 2000. Il devient tueur en l'année 2000 et il est mort en 2005. Ouais, c'est rapide, une courte carrière. Vie assez courte aussi, Ok. au final. Bon, je te raconterai. Donc, il est né à San Leandro, là où ma famille a vécu, non loin de San Francisco, parce que visiblement, je ne raconte que des histoires chez moi. Excuse-moi. Donc, il faut commencer cette histoire avec quelques informations légales et juridiques, mais qui sont pertinentes à cette histoire. Aux États-Unis, en fait, comme en France ou comme beaucoup d'endroits, mais pas partout, il y a une partie du gouvernement qui gère l'ensemble de producteurs des aliments. Okay. Donc, toutes sortes de viande en particulier. Et c'est pour s'assurer de l'hygiène et de la sécurité. Nous éviter de manger des bactéries qui pourraient nous tuer, c'est cool. Ou des corps. C'est important. Enfin, on mange des corps des décomposés. animaux, mais Oui, humains. Les animaux sont censés être conditionnés pour qu'on puisse encore les manger. Et mais tous les aliments sont concernés. Là, on parle d'un tueur à viande, mais bon. En fait, ce travail, ce corps du gouvernement dans tous les pays n'existe pas depuis si longtemps que ça, au final, en vrai. Et c'est un travail pas facile. Les inspecteurs, les agents sont considérés aux États-Unis comme des flics à viande, meat cops. Meat cops. J'adore. Ça ferait une bonne série. Ouais, mais en vrai peut-être, hein, parce que ils vérifient beaucoup de choses dans les usines, les étiquetages, tu sais, qui doivent être tamponnés par le gouvernement, le respect des dates, la suivi des règles d'hygiène, la chaîne du froid, enfin tout, quoi, c'est énorme. Et en fait, forcément, si ces choses sont pas respectées, que ce soit dans le restaurant, dans l'usine, peu importe où on va produire ou vendre de la viande, il y a une panoplie de répercussions allant de l'amende jusqu'à forcément la fermeture et l'interdiction de vente, ce qui est normal. Exactement. Ces inspecteurs, donc même à cette époque-là, hein, donc il y a une vingtaine, un peu plus d'années, on leur a donné une questionnaire parce que c'était un emploi difficile. Et dans cette questionnaire, on leur a posé ces 3 questions. Il devait y en avoir d'autres, mais les 3 m'ont semblé intéressants. C'est comme le bac aux États-Unis. Oui, c'est peut-être plus compliqué encore là. Donc la première, avez-vous été verbalement, insulté? Ils ont tous répondu oui. Ok. Dans le cours de leur travail, forcément. Avez-vous été menacé? À peu près la moitié disent oui. Et avez-vous été agressé physiquement pendant votre emploi? Et à peu près 10% disent oui. Ah ouais, quand même. Ouais. Et c'est assez inconnu, je pense, du grand public, mais c'est vraiment vrai et c'est pareil partout. Parce que j'ai eu quelqu'un ici en France qui me disait qu'ici aussi, c'est un emploi où il y a un concours pour y accéder et que c'est très réglementé parce que justement, ça peut être dangereux. Okay. En fait, tu rentres dans le restaurant de quelqu'un et tu leur fermes les portes, tu leur coupes leurs moyens de vivre, ça met en colère. Oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Voilà, on n'y pense pas.
Donc, voilà l'historique de cette petite histoire. Donc, un jour en juin 2020, 4 agents arrivent au Santos Linguiça Factory, donc l'usine de Stuart Alexander, à San Leandro, et ils arrivent pour la fermer. Ça fait à peu près 1 heure qu'ils attendent. Il s'agit de John Hillary, donc Jean, c'est en fait une femme de 56 ans, Tom Quadros, 52 ans, William Shaline, 57, et Earl Willis, 51. Donc, pourquoi sont-ils là? Parce que Stuart Alexander, il gère son entreprise sans zéro respect des règles. Il a déjà eu de multiples amendes sans faire aucune modification demandée. Mhm. Donc, il se prend pour André Roy. Qui est... Ou Trump. Le Trump de la saucisse. Le Trump de la saucisse. Ah, Voilà. c'est une petite Donc, saucisse. ils attendent 1 heure et quand Stuart il arrive à son usine, il passe par le bureau de vente, là où les agents ils sont. Il rentre dans son bureau et pouf, il claque la porte. Allez. Les agents, ils connaissent les colères de Stuart, puisque, comme on a dit, cette visite n'est pas la première. Et d'ailleurs, avant d'arriver sur la visite, ils avaient prévenu la police en leur demandant d'être présents, mais la police ne viendra pas encore. Et pourquoi? Parce que la police est déjà intervenue dans cette usine à d'autres moments et rien ne s'était passé, donc ils ne se sont pas pressés. Ah, mon Dieu. Voilà. Donc les 4 agents attendent en espérant que Stuart va se calmer pour qu'ils puissent dialoguer avec lui. Le problème, c'est que Stuart, dans son bureau, il est en train de s'armer. Ok. Donc, on va revenir un peu à l'histoire de l'usine de Stuart. Donc, cette usine a démarré dans les années 20 en Californie, au même endroit. C'est Pia Sandros, une grand-mère, arrière-grand-mère, qui fait du linguiça. C'est une saucisse portugaise à l'origine. On le mange beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de Portugais. Okay. C'est une saucisse un peu ail et épices. Elle fait une recette de famille et tout le monde en raffole. Succès. Voilà. Donc, elle vend de son sous-sol de chez elle. Donc, tu vois la différence d'époque. Miam, miam. Rapidement, ils vendent beaucoup plus via les marchés. La popularité devient telle qu'ils vont grandir les opérations. Ils achètent une entreprise en face de chez eux. Ils le nomment Santos Linguiça. Et cette entreprise rencontre beaucoup de succès et elle sera léguée à des membres de la famille de génération en génération jusqu'à ce que Stuart devienne le dernier propriétaire. Jusque-là, le rêve américain. Tout à fait. Forcément, en 2000, on n'a plus le droit de fabriquer de la viande dans son sous-sol. Dommage. Ni le vendre au grand public, petit public ou autre. Et tant mieux. Oui. Donc, les lois ont évolué. Nous sommes tous heureux et vivants. Et voilà l'idée globale de la situation de l'entreprise. Donc, on revient à Stuart. Qui est Stuart? Donc, Stuart a grandi avec beaucoup de privilèges parce que maintenant, il vient d'une famille assez aisée. Il est connu localement. Il est devenu non seulement PDG de la saucisse. Oh, ça, voilà. C'est stylé, ça. Ouais. Moi, je suis PDG de la saucisse. Écoutez. That's what she said. Ouais. Mais il a d'autres investissements et d'autres entreprises. Santos Linguiça, ils emploient beaucoup de personnes. C'est des employés qui sont très anciens, donc visiblement, c'est un bon endroit où travailler. Okay. Stuart, lui, quand il commence, il promet de continuer l'entreprise jusqu'à ses 100 ans. De l'entreprise? De l'entreprise, okay. Parce que là, on est en 2000, donc ils ont commencé en 1920, ça fait 80 ans. Donc il dit que je vais... voilà, exactement. Et bien que la machine de la saucisse roule bien, Stuart, il ne sait pas gérer une entreprise. The sausage machine. Et il ne sait pas gérer celle-là, ni les autres qui gèrent sans contourner la loi. Okay. En fait, Stuart n'aime pas l'autorité. Tu vois, c'est ça le petit privilège ou entitlement de ce petit garçon, ce mec. Il pense qu'il n'a pas à respecter les règles. Il ne fait qu'à sa tête. Et il ne sait pas du tout se contrôler. Voilà. Donc, il est connu des autorités locales pour agression, colère, etc. Il ne paie pas ses dettes. Il ne paie pas ses amendes. Il perd de l'argent à tire-larigot. Pour beaucoup de raisons, mais disons que c'est un peu un hors-la-loi administratif surtout. Et c'est pas vraiment la phobie administrative qu'on a envie de dire, mais c'est vraiment incapacité et son envie de faire ce qu'il veut, en fait. Il veut pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Oui. Donc, c'est un peu un cercle vicieux de plus en plus instable parce qu'avec la dette qui monte, ça devient intenable. Voilà, il y a un stress quand même important.
Il essaie quand même de devenir maire de San Leandro. Il y a un truc avec les tueurs qui veulent être maires. Hein. Bah, c'est le pouvoir. Oui, ouais, c'est vrai. Et donc, sans surprise, sa plateforme, c'est contre les autorités et sans intervention du gouvernement. Il ne gagne pas, mais place 3 sur 4. Pas mal. Pas mal. C'est pas 4e, quoi. Ouais. Déjà. Sa vie perso ne va pas non plus. Son jeune frère et son père meurent et ça n'aide pas les choses. Donc, il se fait arrêter pour avoir agressé son voisin de 75 ans pour une histoire de merde concernant des poubelles. Il paye son amende, il sort de prison. Ouais. Voilà. Donc, avec tout ça, son haine et sa rage commencent vraiment à s'orienter sur ses inspecteurs d'hygiène ou agents de gouvernement. Aux États-Unis, en 93, il y a un souci avec le E. coli. Ouais. Tu vois ce que c'est? Oui. Voilà. Donc, c'était vraiment un truc énorme où c'était rentré en particulier dans de la viande rouge et dans des fast-food américains qui ont été vendus par milliers. Les autorités, ils ont su qu'il y avait des E. coli, ils n'ont pas arrêté la mise en vente. Enfin, c'était vraiment une grosse histoire. Ouais. dont 4 enfants sont morts, parce que les enfants sont particulièrement faibles, sensibles, mais vraiment des centaines de milliers de personnes ont été malades ou hospitalisées. Wow. Et donc, quand ça arrive, là, le public, pour la première fois dans son histoire, il devient demandeur à ce que les standards soient vraiment imposés, et le gouvernement est sous pression. Donc, cette pression et intensité font que l'usine de Stuart est ordonnée à commencer à cuire leur viande à de plus hautes températures pour rentrer en... Pour tuer les bactéries. Ouais, ben pour être en respecté avec la loi. Les réglementations, ouais. Alors là, c'est là où vraiment cette histoire aurait pu s'arrêter là. Parce que forcément, Stuart refuse tout changement. Il dit que s'il cuit à des températures plus élevées, ça va ruiner la recette. Mais en fait... La solution était déjà là pour Stuart, parce qu'une étude d'un chercheur de l'Université de Davis, en Californie, il a démontré que la méthode employée par la famille de Stuart, par Pia Sandros en 1920, cette méthodologie de cuisiner était efficace pour tuer les bactéries. Et ça s'est perdu au cours des années? Ça s'est pas perdu. Ils effectuent la même recette, sauf que Stuart, étant incapable et administrativement, il veut rien toucher. Au lieu de prendre ces données et les donner aux autorités et de remplir les formulaires qu'il a refusé de remplir, il a reçu des formulaires, il a refusé, il aurait pu montrer noir sur blanc que sa méthodologie était propre et il aurait pu continuer à faire comme ça. D'accord. Mais Stuart étant un rageux, qui veut rien écouter, qui sait tout, n'a rien fait de tout ça. Insupportable. Et donc, malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là et je continue. Sinon, c'était... Bon, la semaine prochaine. Oups, j'ai oublié la partie meurtre. Les agents rentrent chez eux et mangent bien. Fin. The end. Alors, en janvier 2000, ils ferment son usine faute de trop d'amendes. Ils ont perdu tous leurs agréments de production. Mais étant incapable de réflexion de soi, il affiche des panneaux devant l'usine disant qu'il ne peut plus faire du linguiça à cause du gouvernement, qu'il va faire des procès pour un peu avoir le côté public avec lui. Victime. Mais en fait, c'est de la poudre aux yeux parce que forcément, les inspecteurs, ils savent qu'ils continuent à produire des saucisses sans même trop se cacher. Il met des fausses étiquettes, Donc, arrive la fameuse date où les 4 agents débarquent à l'usine. Donc, Stuart sonne dans son bureau. Lui-même, il appelle la police en disant que des personnes se présentent sur sa propriété sans autorisation. C'est un vrai Karen. Ouais. C'est ça. Excusez-moi, est-ce que je peux aller voir le manager de la police, s'il vous plaît? C'est ça, c'est exactement ça. Le manager des saucisses. C'est ça. C'est the king, the Karen, the Trump. The Karen of the sausages. C'est ça. Il sort de son bureau et il commence à tirer sur les 3 agents, donc Tom, William et Jeanne, qui tombent tous par terre. Le 4e agent, Earl, lui, il était sorti dehors parce que lui aussi venait d'appeler la police, qui leur a dit de rappeler si besoin. Et c'est très efficace. Ouais. Et lui, il était en train de revenir quand il entend des coups. Donc lui, il part en courant. Voilà. Il n'est pas fou. Non. C'est mort. Stuart, à l'intérieur, réalise que Earl s'échappe. Du coup, il part en courant après, en lui tirant dessus dans la rue. C'est un quartier ultra fréquenté. Il y a plein de gens autour. Enfin, il est instable. Il a pété un plomb. Earl, il court en évitant les tirs. Et les témoins attestent de tout ça. Stuart, il s'arrête seulement quand il n'a plus de balles. Là, il revient calmement à l'usine pour se recharger.
ou recharger ses pistolets. Ouais. En ressortissant avec des pistolets de nouveau remplis, il passe par les corps qui sont à terre et il tire de nouveau dedans pour s'assurer de leur mort. Ah ouais. C'est même pas un coup de folie, là. Ouais. Là, enfin, un flic est arrivé par vélo. Non. Sauf que, à l'opposé de ton histoire la semaine dernière, c'est l'année 2000. Hein? Ouais, c'est difficile. Celui-là, dans la Deuxième Guerre mondiale, ils n'avaient même pas de casque. Là, celui-là, le casque, il a les lunettes de flic. Là. Ouais, les lunettes de vélo, genre aérodynamique. C'est les lunettes aérodynamiques. Voilà, le petit caleçon qui moule pour l'aérodynamisme également. Exactement. Ah, c'est compliqué à accepter ce non-suivi de policier. Donc, il arrive par vélo, il est seul et il arrive sur une scène de triple meurtre. Tout va bien. Et là, il dit je suis pas prêt, je suis pas assez payé pour ça. Alors, il n'y a aucune histoire qui me dit ce qui s'est passé par la tête de ce flic, mais en tout cas, Stuart, il approche l'officier et lui dit « C'est moi que vous cherchez. » Ah bah écoute. Apparemment, coup de folie. Monte sur mon vélo. Monte à l'arrière. Je cherche Earl. Je peux m'amener. Viens, je te chale. Alors, le flic l'a pas aidé parce que Earl a survécu. Le procès est facile. Non seulement Stuart est connu pour ses violences, il y a des témoins, mais il y a aussi des enregistrements. Parce que, tiens-toi prête, les caméras dans l'usine ont été allumées et mises en mode enregistrement par Stuart juste avant de tuer. Parce qu'il pense... Parce que Stuart, c'est un Karen. Il est tellement dans son droit... Ce qu'il fait est juste, ce qu'il fait est légitime. Et il veut la preuve que les agents le harcèlent. Voilà. Ok. Tu t'imagines la tête. Karen. Un vrai Karen, mais Karen puissance 10. Puissance flingue. Voilà. Donc, la défense cherche quand même à éviter la peine de mort pour Stuart. Ils argumentent que c'était sans préméditation, mais ça ne marche pas. Il est trouvé coupable des 3 meurtres en premier degré et une tentative. Il reçoit la peine de mort, mais il sera retrouvé mort dans son cellule en 2005 en cause d'une embolie pulmonaire. Fin de l'histoire. Même pas suicide. Non. Les dieux, entre guillemets, les diables ou celui qui règle tout ça, ils ont trouvé une autre moyen de mettre fin à ces jours et sans coûter trop cher au gouvernement. Non. Ben, c'est nous qui payons les impôts. Oui, c'est ça, les contribuables. Les contribuables. Morale de l'histoire, ne mangez pas de viande. Ah, moi, je mange de la viande, mais le linguiça, c'est bon, hein? Je sais pas, évidemment, j'ai jamais goûté. Non, mais t'as pas toujours été végétarienne. Non, mais j'ai jamais trop aimé... Moi, j'aime pas les saucisses, non. Ouais, mais j'ai jamais été fan de ça. Enfin, je vais pas peut-être raconter là toute l'histoire de linguiça à nos auditeurs, ça suffit. De linguiça et du vin. Le podcast a pris un tournant. Voilà. Ok, l'histoire du roi de la saucisse. Est-ce que la semaine prochaine, tu veux nous faire l'histoire du roi de la saucisse 3 ? Alors, je sais pas, il va falloir que je recherche, mais j'ai fait un peu de recherche. Nice. Très good. C'est pas facile, ok ? En fait, franchement, j'ai juste cette histoire m'est rappelée, je suis allée la chercher parce que ça me faisait rire, le roi de la saucisse. C'est vraiment l'unique raison pour laquelle j'ai choisi. C'était une coïncidence que ça se passe encore vraiment à côté de chez moi. Il y a un truc. T'inquiète, la prochaine fois, je vais partir. De toute façon, on a dit qu'on allait faire un épisode sur la Floride. Je pense que c'est très important qu'on fasse ça. Oui, peut-être ça, ouais, ok. Après, Lynn m'a conseillé de faire, vu que c'est l'été, Aloha, de faire un épisode de meurtre d'été. Ok, Summer of Sam. Summer of Sam. Okay. Truc dans un camping, je sais pas, quelqu'un qui a été tué à coups de bouteille de Ricard. C'est possible. Ou boule de pétanque. Il y avait un lac et un garçon vivait dedans. Oh, mais il était mort depuis 1952. Mais il avait un masque de hockey, malgré le fait que ça soit l'été. J'ai vu qu'une fois ça. Oui, il devait avoir chose de puer ce masque. Voilà. Ok, intéressant. Thank you very much. Moi, vu que tu es friand, comment on dit au féminin? Friande. Vu que tu es friand à la viande, d'histoire ancienne. Ah, mais pas de viande. Pas de viande. Okay. On parle pas. Alors, à un moment donné, il va y avoir un meaty part. Ah. Un peu viandarde. D'accord. Mais tu dois connaître. Alors, si tu me dis, ah oui, je connais, je crois, et qu'après tu me dis, non, je connaissais pas encore,
J'arrête ce podcast. Et en fait, la seule fois où je l'ai pas dit, c'est quand je commençais pour de vrai l'histoire. C'est vrai, tu t'es empêché. Je te voyais, tu devenais rouge. Ok. Par contre, est-ce que je peux faire une petite parenthèse sur ce rosé? J'adore. Il est bon, hein? Il est trop bon. Ouais. Franchement, je vais mettre une photo. Je sais pas si tu l'as pris en photo ou si. C'est un petit vin du coin, mais il est super sympa pour l'été, ça passe crème. Excusez-moi, je vais prendre en photo. J'en prendrai une autre pour la prochaine fois parce que j'ai un autre rosé que je trouve encore meilleur. Mais il est délicieux. Ouais. Domaine Guinan. Franchement, Guinan. Mhm. Hop, petite photo qui va bien. Donc, ton histoire. Mon histoire, merci. Hop, merci beaucoup pour le service. Donc, je vais raconter l'histoire de Lizzie Borden. Lizzie Borden. OK? You know it? Je vais pas te dire. Je vais pas dire. Non, Tu non, l'as- je non. me fais criser pour dire hi, pour dire que je connais. Donc, du coup, je vais éviter tes sauts d'humeur, là. Ok, parce qu'à la fin, je vais vous faire écouter quelque chose et je pense que tu as dû entendre ça dans ton nom. C'est une histoire anglaise? Américaine. Américaine. OK. Dope. Donc, Lizzie Andrew Borden. Oui, Lizzie Andrew. Ça, c'est arrivé. B.C. Andrews aux États-Unis. Enfin, je Ah crois oui, c'est que vrai, ouais, celle qui a écrit... Oui, non, mais attends, c'est son nom de famille. je dis C'est son nom de n'importe quoi. famille, oui. Passons. Passons, c'était, voilà. Est né le 19 juillet 1860 dans le Massachusetts. OK. Donc, c'est la fille de Andrew Borden, donc, qui... alors, j'ai une source qui dit qu'il a travaillé très dur toute sa vie, il a fait fortune dans le textile, et une autre source dit que sa famille avait fait fortune et que du coup, lui a toujours vécu de manière faste, enfin, il a Chiche. toujours eu de l'argent, quoi. Donc, en gros, bref, OK. they were rich bitches. Ils Rich étaient bitches. très riches, les Borden. Ok. Donc, au moment de sa mort, il avait une fortune qui était estimée à 300 000 $ à l'époque. Bon, en années 60, c'est énorme, ça? Non, 1860. Ah, oui, en effet, oui. Voilà. Oui, 300 000, oui, à cette époque-là. 300 000 $. Aujourd'hui, on tape plutôt sur du 8 millions. Plus de Bien. 8 millions. Donc, Bien. il était bien. En Bon, gros. après, c'est pas de 1% encore, mais ça va. Mais il y arrive, Ça tranquillou. Andy, il se débrouille plutôt pas mal. Donc, c'était... Alors, malgré le fait qu'il soit très riche, c'était un gros radin. À l'époque, toutes les familles aisées avaient l'électricité, l'eau courante, tout ça, c'était quelque chose de très, très commun. Mais Andrew, lui, il a dit « Non, merci, non, franchement, pas besoin, ça passe sans... » Souvent, les très riches sont des gros C'est radins. des gros radins, bah, de toute façon, on le voit. Hein. C'est qui nous paye pas des coups en général dans les bars? C'est ceux qui ont les moyens. Donc, du coup, il était pas dans le quartier, ils habitaient pas dans le quartier où il y avait toutes les familles riches de la ville, ils habitaient à Fall River. Et lui, il était dans... Fall River? Ouais. Et il était dans le quartier plutôt ouvrier, pas loin de ses entreprises, de ses usines, etc. Donc, voilà, il vivait de manière assez rudimentaire. Lizzie avait une sœur aînée qui s'appelait Emma. Et Lizzie faisait partie de clubs super fun, dont l'Union de la tempérance chrétienne. All the fun. Forcément, c'est aux États-Unis. Ouais. Bah, tu vois, Tinder, c'est pas ça, quoi. En gros, c'est des femmes qui ont rien de mieux à faire que de militer pour la prohibition de l'alcool. Ah oui! Tu vois, c'est toutes ces nanas qui Oui, disent oui, qui allaient casser des Those bouteilles de vin. lips won't touch. Oh, je suis trop contente qu'on raconte cette histoire. En buvant du vin. Cheers! Ça, c'est pour toi, Lizzie. Quand elle a 3 ans, sa mère décède et son père se remarie avec une femme appelée Abby Gray. Donc, l'ambiance pas du tout au top dans la famille. Emma et Lizzie la détestent. Elles pensent que Abby a épousé leur père pour l'argent. Elle l'appelle même pas maman ou belle-maman, elle l'appelle Madame Borden. Donc c'est très tendu, beaucoup de disputes entre Lizzie et son père concernant l'argent justement, parce que elles comprennent pas ce remariage. Donc on est en fin juillet 1892. Lizzie est célibataire, 32 ans. Donc on imagine à l'époque... Vieille pour être célibataire. Très vieille fille. Old maid. Old maid. Et elle est enseignante, elle vit encore chez son père, comme Emma. Emma, pareil, elles sont pas mariées, les deux, elles n'ont pas de petite amie. Il y a un truc. Et on va en parler après, d'ailleurs, de pourquoi je pense qu'une théorie tient la route. Okay. Donc Lizzie et Emma apprennent que leur père a donné des terrains à la famille d'Abby, et elles sont vénères. Une grosse bagarre éclate dans la famille, c'est l'hécatombe. Donc, quelques jours après cette dispute, toute la maison tombe gravement malade. Même la femme de ménage, Maggie, ça tombe malade. Abby soupçonne que quelqu'un les a empoisonnés, car elle dit que personne ne les apprécie, même dans la maison, personne ne nous aime.
Voilà. Tout le monde guérit. Et ils ont la visite de l'oncle de la famille, John Morris. Donc, on est le matin du 4 août 1892. Andrew le père et John l'oncle sont dans le salon. Et John décide d'aller en ville pour faire une course. Et voulait visiter une autre nièce. Bref, il fait sa vie. Et il dit qu'il sera de retour vers midi. Lizzie et Emma sont censées nettoyer la chambre de John, du coup, parce qu'apparemment, elles doivent faire du ménage, hein, quand t'es une célibataire, de 32 ans. Enfin, à cette époque. Oui, comme si ça avait énormément changé. Donc, elles ont quand même une femme de ménage, mais leur père leur dit, allez nettoyer la chambre de votre oncle. Emma part pour visiter des amis, et on ne sait pas où est Lizzie. Donc, Abby décide d'aller nettoyer la chambre. Et pendant qu'elle change les têtes d'oreiller, elle est frappée à la tête par une hache. Elle tombe par terre, la première, et pendant qu'elle est au sol, elle est frappée avec cette même hache 18 fois sur le côté de la tête. 18 fois 18 coups de hache. Alors, dans non la seulement tête. j'ai envie de dire que c'est impressionnant au niveau force, mais précision aussi. C'est dur, hein? Parce que moi, je tire une hache une fois, à mon avis, le target, je l'ai pas, quoi. Ah bah, moi, je fais le lit, enfin, voilà, tu fais à côté, tu fais le parquet. Ah, merde, c'est un parquet original. Oh. Ça sent que tu as fait des travaux. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je ne tuerai pas à l'âge. C'est trop risqué. Pas à l'intérieur, quoi. Pas à l'intérieur. Abby, est-ce que tu peux venir voir dehors, s'il te plaît? Donc, spoiler alert, Abby est morte. Donc, Andrew revient de sa promenade, sa clé ne marche pas pour une raison quelconque, donc il frappe à la porte. La femme de ménage, Maggie, descend pour déverrouiller la porte et elle se rend compte que la porte a été jammed, tu sais, elle a été un peu forcée. On l'a bloquée de l'intérieur. Elle est bloquée. Donc, après, elle dit qu'elle a entendu Lizzie rire dans l'escalier, mais quand elle regarde autour d'elle, elle ne la voit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? La porte est bloquée, en plus, c'est même pas moi qui range les chambres, qu'est-ce que c'est que cette famille? Donc, d'après Lizzie était dans l'étable, en train de chercher, elle dit, un bout de fer. Est-ce que je peux dire un truc, même si j'ai tort? Oui. Il n'y aurait pas une chanson de Nick Cave? Alors, il y a une chanson, il y a une comptine pour enfants que j'ai passée après. C'est ça, il y a un truc. Mais je pense qu'il doit y avoir une chanson de Nick Cave, c'est obligé. Sur son album Murder Ballads. C'est ça, ça me fait penser. Ouais, je pense. Donc Lizzie dit qu'elle était dans l'étable à ce moment-là en train de chercher un bout de fer. Donc on ne sait pas plus. Tu vois, elle aurait pu franchement arme de meurtre 2. Elle aurait pu trouver une meilleure truc, je sais pas moi. Je cherche un sabot. Bref, un bout de fer. Donc voilà, donc normal, t'es une célibataire de 32 ans en 1860, tu cherches du fer en général. Il y a peut-être une raison plus logique à cette époque-là qu'on n'arrive pas à connaître aujourd'hui, la belle. Je cherche un bout de fer. Nous, on va dans l'établi pour rien. Oui, déjà c'était un établi, c'est ton dressing en fait. Déjà, quand je vais à Leroy Merlin, je sais pas nommer les trucs qui sont, donc... Excusez-moi, vous auriez un bout de fer, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un truc. Voilà, aidez-moi. Donc elle revient dans la maison, elle dit à son père que Abby avait reçu une note d'une amie à Abby qui était malade, et du coup que Abby était sortie s'occuper de cette amie malade. Donc elle dit à son père, voilà, papa, t'inquiète pas, Abby est sortie. Et d'après ce qu'elle dit à la police, elle aide son père jusqu'au canapé, lui enlève ses bottes et l'installe pour qu'il fasse une sieste. Donc, elle dit ensuite à Maggie, la femme de ménage, qui est de super soldes au magasin de la ville et qu'elle devrait aller checker ça. Je vais essayer va voir Nico. Il y a des histoires de partout, là. Voilà. Donc, Maggie, qui doit gagner 2 cents et un bout de fer de l'heure, lui dit « Ouais, d'accord, c'est bon. En vrai, je me sens encore mal de l'empoisonnement de la semaine dernière. Je vais aller me faire une petite sieste dans ma chambre au grenier. » D'accord. Donc, elle va dans sa chambre de bonne, fait une petite sieste et elle est réveillée par Lizzie qui hurle en bas. Maggie descend et voit Andrew allongé sur le canapé avec 11 coups de hache au visage. Sacrément doué avec la hache, Lizzie. Très doué. Donc quand tu regardes les photos, vous pouvez les voir, je pense que je les posterai sur Instagram. Alors c'est des photos de l'époque, donc tu vois pas grand-chose, mais bon, c'est là où je te dis qu'il y a un métier part, la partie viande, il y a plus de visage, quoi. Ah oui, il y a les photos des corps. Ouais. Voilà. Moi, j'essaie d'éviter de regarder. J'écoute des podcasts, j'essaie de pas trop regarder les photos. C'est assez... Voilà. Mais bon, après, ça reste des photos pas très détaillées, enfin, avec le grain de l'époque. Voilà.
Alors, ce qui est intéressant sur la photo, donc on a bien compris, c'est pas au niveau du visage, Mhm. mais on peut voir qu'Andrew a encore ses bottes aux pieds. Donc là, Lizzie, girl, va falloir apprendre à mentir. Bah oui, parce qu'il s'est pas allongé pour se coucher. Bah, à la base, c'est ce qu'elle dit. Genre, Oui. je l'ai aidé à s'allonger, je lui ai enlevé ses bottes. Et je suis partie chercher mon bout de fer, tu vois. Oui. Donc, Maggie court pour aller chercher un médecin. Là, elle est optimiste, Maggie. Là, le gars, il va dire... Franchement, je pense que des gens faisaient bon, mais 2 quand même. centimes par mois à l'époque. Là, le médecin, il sert pas à grand-chose. Les voisins qui ont entendu le cri commencent à arriver à la maison et forcément marcher un peu partout parce que on s'en fout à l'époque. Qu'est-ce qu'une preuve? Donc Lizzie commence frénétiquement à dire à tout le monde Abby est sortie pour visiter son ami malade. Genre, voilà. Donc, mais je pense pas qu'ils pensent à Abby à ce moment-là quand ils voient leur voisin sur le canapé. Voilà. J'imagine qu'ils pensent pas à Lizzie non plus. Je pense Non que leur première idée, c'est pas forcément les filles d'eux et des filles tout court. Non, c'est genre, ils pensent, putain, Andrew ressemble à une saucisse portugaise, là. Linguiza. Andrew Linguiza. Donc, elle dit aussi que la famille a été empoisonnée la semaine précédente, etc. Donc, la police arrive et bizarrement suspecte Lizzie très rapidement. Ah. Alors, je sais pas s'ils arrivent à vélo, je pense que ça serait intéressant. Voilà, il rapporte qu'elle agit pas comme une fille qui vient de perdre son père, en gros, mais bon, ça, moi, je m'y accroche pas trop parce que tu réagis tout le temps, enfin, chacun a une réaction. Il y a différente. tellement d'histoires des personnes innocentes qui, en fait, c'est leur réaction, Ouais, et c'est ça. surtout les femmes. Oui. Quand les femmes ne demandent pas de l'émotion, c'est coupable. Voilà, alors que chacun réagit différemment et Bien tu sûr. sais pas comment tu vas réagir avant que ça Tout à t'arrive. fait. Et d'ailleurs, c'est aussi très culturel, hein, ça, la Aussi. réaction. Si tu regardes le journal un jour, tu vois que, je sais pas, il y a eu quelque chose de terrible qui est arrivé aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en un pays maghrébin, la réaction Ça, des gens jamais la va même. être complètement différente. C'est ça. Donc là, hop, donc elle est très calme, elle est posée, et son histoire par contre change avec chaque policier. Elle dit d'abord que Abby est sortie pour voir son ami malade, puis à un autre elle dit ah mais elle est peut-être encore en haut. Est-ce que quelqu'un peut aller voir s'il vous plaît parce que en gros, je pense qu'elle n'arrivait pas à tenir son mensonge de l'ami malade. Personne n'a trouvé Abby. Non, Pour l'instant, non, personne n'a trouvé Abby en haut. La belle-mère. Ouais, oui, c'est personne ça. n'a trouvé Abby en haut, donc du coup, je pense que Oui, parce qu'elle est chez ses amis. elle est chez son ami. D'accord. Mais Lizzie, elle se dit bon je pense que maintenant j'ai assez menti. Si on découvre le corps maintenant, ça me dérangerait pas. Ouais. Donc Mais Maggie, elle est fatiguée. ça fait ça. Mais attends, t'imagines le workout qu'elle a fait là Mais de ouf. pour le summer body. Donc Maggie est une voisine. Voilà, tu vois, tu l'intègres Ouais, tu as vu, si je l'histoire de commence à- petit à petit, Ouais. le rosé summer body. C'est vrai, on y est. Ok. Donc Maggie et une voisine, Maggie, la femme de ménage, décident d'aller voir. Et au moment où elles arrivent presque en haut de l'escalier, tu sais, elles ont le regard qui est au niveau du sol. Et en fait, elles arrivent à voir dans la chambre d'amis. Et elles voient Abby qui est dans une mare de sang avec le visage explosé. Oui. Alors, même s'ils la suspectent, attention, donc là c'est de la technique de policier à vélo. Ils prennent aucune de ses affaires. Ils checkent pas ses vêtements. Ouais. Elle dit qu'elle a besoin d'aller s'allonger. Attends, elle doit être quand même couverte de sang après avoir brandi la hache comme elle a fait. J'en viens. Ah. Elle dit qu'elle a besoin de s'allonger dans sa chambre et la laisse faire. Ah oui, en dessous. Je sais pas. J'adore essayer de voir avant. Je sais, mais par contre là, je n'ai pas plus d'infos. Non, mais j'ai pas plus d'infos, sinon je te le dirai. Donc ils fouillent la maison un petit peu quand même, et dans la cave trouvent 2 espèces de machettes hachettes et 2 haches et une avec le manche cassé. Ils pensent que l'arme avec le manche cassé est l'arme du crime parce que la lame a été un peu recouverte de poussière pour faire croire qu'elle n'a pas bougé depuis longtemps. Ah, Mais ils ne prennent quand même rien. bah oui, hein. Parce qu'on est à vélo, on peut pas, on n'a pas de sac. C'était de l'époque aussi, ça a quand même bien évolué hein, en 150 ans. Ouais, je pense qu'on va raconter des affaires où on verra que ça n'a pas forcément super évolué parfois. Oui, non, mais la connerie reste. Elle reste. C'est ça, tu vois, moi, Mais les techniques, ils sont. C'est ce que j'aime avec l'humain, c'est la constance. Ouais, exactement. C'est ça qui est beau. Fidélité à à la connerie. Donc, il voit Lizzie aussi, elle est dans le cellier avec une voisine qui est son amie, et ils ont l'impression qu'elle nettoie quelque chose, mais pas vu, pas pris, ils interviennent pas, ils s'en vont. 2 jours plus tard, la police fait une enquête plus poussée. Alors pourquoi 2 jours plus tard ? Je sais pas, ils avaient peut-être besoin de souffler un petit peu avant de revenir.
Il regarde tous les vêtements, les armes dans la cave, etc. Disent à Lizzie qu'elle est suspecte. Et la voisine / amie de Lizzie dira aussi qu'elle était revenue à la maison à un moment pendant ces 2 jours et qu'elle voit Lizzie brûler une robe dans le jardin. Voilà. Sûrement la robe qu'elle portait pendant les meurtres, qui devait être couverte de sang. Elle lui demande qu'est-ce qui se passe ? Et Lizzie lui dit juste oh, j'ai de la peinture sur cette robe, je peux plus la mettre. Oui. Réaction tout à fait normale. Quand tu tâches ta robe, tu la brûles. Moi, je fais pareil, personnellement. La police décide d'embarquer Lizzie. Elle demande un avocat et apparemment, ce que j'ai vu, c'est qu'il refuse. Donc ça, bon, après, c'était une autre époque. Bah, tu sais, c'était peut-être un poil avant, mais les filles sorcières n'avaient pas d'avocat. Hein. On les jetait à l'eau pour voir si elles flottaient ou nageaient, sans trop demander un avis de la justice. Hein. C'est ça. Enfin, c'était la justice. C'était la justice. C'était tu flottes pas, voilà. Donc elle panique tellement qu'on lui offre un shot de morphine. Donc pour prendre la déposition de quelqu'un, moi je déconseille la morphine. Parce qu'elle n'arrête pas elle dit un truc, puis elle... bien sûr, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, donc du coup, elle passe... Un peu de LSD, oui, why not, quoi. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Donc elle passe pour complètement incapable, parce que sa déposition est complètement oui. abracadabrantesque. Oh, je suis fière de moi. Oui, je le suis aussi. Merci. Donc les policiers découvrent aussi que quelques jours avant les meurtres, Lizzie avait essayé d'acheter de l'acide cyanhydrique. En gros, c'est du cyanure. D'accord. L'empoisonnement. Mais en gros, le pharmacien ou apothicaire à l'époque, appelons un chat, lui a dit désolé, il me faut une ordonnance pour ça. Donc tu pourrais avoir du cyanure sur ordonnance. Ouf. C'est bien. Hein. Comme tu dis. Oui, mais bon, à l'époque, la cocaïne dans le coca, la cocaïne, la morphine dans le truc, dans le sirop contre la toux, l'absinthe, t'avais tout ce que tu voulais, quoi. Quand t'étais malade, t'étais bien. Hein. Et dans le Sprite, il y avait un truc aussi, je sais plus ce que c'était. Du béton. Non, dans la première recette du Sprite, c'est comme la cocaïne dans le coca. D'accord. Je vais regarder, mais continue. D'accord. Donc, Lizzie est arrêtée donc, pour le meurtre de son père et de sa belle-mère. Et ce qui est marrant, pas marrant lol, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que 5 jours avant le début du procès, il y a un autre meurtre à la hache dans la région. Ouais. Mais la police dit que comme c'est pas vraiment dans la même zone, dans la ville, il n'est pas considéré comme suspect, comme quelqu'un qui aurait pu venir dans la maison. Donc, le procès débute... Ah oui, juste, je reviens, c'est la lithium. La lithium, c'était dans le 7-Up, pardon, pas le Sprite. Du lithium dans le 7-Up. Voilà, comme quoi. Putain, c'était, c'est ça. Particulier. Donc, le procès débute en juin 1893. Forcément, sensation médiatique. Tout le monde en parle, tout le monde veut en parler, tout le monde veut savoir ce qu'il en est. T'as des photographes de partout des États-Unis. Enfin, c'est la folie. La prosécution présente les faits au jury. La hache avec le manche cassé, Alice qui témoigne sur le fait qu'elle ait vu Lizzie brûler la robe, toutes les histoires de Lizzie qui tiennent pas debout. Ouais. Lizzie plaide non coupable et continue de dire qu'elle était dans l'étable à chercher son bout de fer au moment des meurtres. Un témoin dit qu'il a vu Lizzie sortir de l'étable à 11h03 et elle crie à l'aide à 11h10. Donc ils essaient de recréer une timeline pour voir si ça colle pas, etc. Ça, c'est très important. Donc là, c'est un point très important. Le juge chargé de l'affaire, estimant que Lizzie n'a pas reçu d'accompagnement légal suffisant avant de fournir son premier témoignage, où elle était complètement fuckée par la morphine, qui contient de nombreuses contradictions, le déclare non recevable. C'est bien. Non, mais désolée, mais c'est incroyable ce qu'il a fait, parce que franchement, moi, dans les années 1800, incroyable. Un bon juge. Maintenant, c'est beaucoup plus rare. Il refuse aussi de prendre en compte le témoignage du pharmacien, affirmant que l'achat d'un produit toxique ne constitue pas une intention d'empoisonner une personne. Oui, ok. Donc ces 2 décisions sont très critiquées puisqu'elles suppriment les 2 principaux arguments de l'accusation. Forcément. Donc là, ils sont réduits à s'appuyer sur des impressions. Comment elle réagit, comment elle se comporte, etc. Ce qu'elle va dire pendant le procès. À cette époque-là, c'est suffisant pour la mettre en tôle. Exactement. Donc, un avocat de la partie civile décrit les meurtres comme non pas relevant d'une force masculine, mais de la main d'une personne qui n'était forte que par la haine et le désir de tuer. De toute façon, ça, en général, on le voit dans les meurtres quand il y a une violence telle
Les gens disent qu'en général, c'est quelqu'un qui est proche de la victime parce qu'il y a beaucoup trop d'émotions dans les coups, dans le meurtre. Ça a du sens. Ça a beaucoup de sens parce que quand tu as de la colère, tu te sens surhumain en fait. Donc le procès dure 2 semaines et le jury va délibérer pendant 1h30. Elle est coupable. C'est court. Ils reviennent avec le verdict de non coupable. Ah, tant mieux. J'aime bien avoir tort parfois. Ouais, non coupable. Et tu sais quoi? Même moi, dans ma tête, j'avais oublié ce détail. En fait, c'est tellement devenu... je vais vous faire écouter, il y a une comptine pour enfants sur elle, il y a la légende de Lizzie Borden, comme quoi c'est la tueuse à l'âge. C'est tellement ancré dans la légende et dans l'inconscient des gens que j'avais complètement zappé qu'elle avait été acquittée des meurtres. Donc, la légende ne dit pas que c'est Lizzie dit que c'est Lizzie la meurtrière et elle est étiquetée la tueuse à la hache jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc pourquoi on dit que c'est elle? Parce que si elle a été acquittée, pourquoi on continue de dire ça? Alors d'abord, c'est l'aspect personnel des attaques, comme on disait, l'arme et la violence utilisée. Il y a l'aspect financier. Elle héritait d'une petite fortune, mais il y a une rumeur. Et ça, en fait, ça a été développé en 1992 par le magazine American Heritage, qui émet toute une hypothèse qui démontrait que les filles Borden avaient été victimes d'inceste depuis leur jeune âge par leur père. On a dit depuis le début, à voilà. cette époque-là, rester c'est ça. old maid, comment tu dis merde, comment on dit les filles femmes célibataires, il y a un terme. Bon. Spinster. Oui, that's English. Ouais, je sais plus. Et en fait, leur théorie tient la route quand tu énumères comme ça les faits. Leur mère meurt très jeune. Du coup, le père n'a pas un accès, on va dire, entre gros guillemets, sexuel. Il ne peut pas assouvir ses besoins sexuels. Andrew Borden, à l'époque, avait énormément d'ego et de fierté. Du coup, il n'allait pas aller voir les travailleuses du sexe. Parce qu'il n'a aucune raison pour lui de payer pour du sexe. Les filles il était très dur avec ses filles. Elles avaient pris une place très maternelle. Elles s'occupaient de tout dans la maison. Il les empêchait de sortir. Dès qu'il y avait un jeune homme qui était intéressé par une de ses filles, il devenait... il entrait dans une colère noire. Enfin, il y a tout ça qui fait que ça aurait du sens à cette époque-là, malheureusement, qu'elles aient été victimes. D'accord, bon, voilà. Donc, il y a un truc. Voilà, d'où la violence avec laquelle il a été... Enfin, je veux dire, les coups de hache sont sur son visage devant. Autant Abby, c'était derrière. Lui, c'est devant. Son visage devient une bouillie. Ouais. Et une autre rumeur, mais bon, ça, moi, j'y crois pas trop, c'est que dit que Lizzie avait une relation avec la femme de ménage et le père et la belle-mère les auraient vus. Mais bon, c'est... Ah, voilà. Oui, ok. Et il y a encore autre chose qui dit que Lizzie avait une dissociation d'identité. Elle était connue pour avoir des accès de colère assez fréquents. Mais bon, c'est tout ça, ça reste des rumeurs. Il n'y a rien qui a été prouvé de tout ça, en fait. Donc, après le procès, Emma et Lizzie, qui ont hérité d'une énorme fortune, en euros d'aujourd'hui. Voilà, complètement. Achètent un énorme manoir. Elles prennent plein de personnel et elles habitent ensemble. Elles sont très proches. Lizzie commence à se faire appeler Lisbeth parce que je pense qu'elle essaye de se détacher de son nom qui est la tueuse à la hache, quoi. Et ça n'a pas dû bien marcher parce qu'on est en 2023 et c'est toujours connu. Elle reste complètement rejetée par la société. Moi, à sa place, j'aurais pas continué à habiter à Fall River, mais bon, ce n'est que mon avis. Oui, mais c'était pas pareil. Je pense à l'époque de déménager. Je sais pas. Mais après, je sais pas. T'as 8 millions 300 000 $, tu peux prendre le train, quoi. Enfin, je veux dire, Dr. Queen l'a fait. Le train? Ok. Bah oui. Oui. Donc, en 1905, Emma, après une grosse dispute entre sa sœur et elle, part subitement du manoir et les sœurs ne vont plus jamais se reparler. Lizzie meurt d'une pneumonie en 1967 à l'âge de 66 ans. Et il n'y a que 1967? Ouais. C'est pas possible. On a commencé en 1960. Si c'est 1860, si c'est 1967, elle est plus âgée. Mais bon, c'est pas grave. Ah, peut-être plus âgée. Il y a une erreur là-dedans, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous envoyer un coin d'erreur quelque part et on notera les multiples et variées erreurs que nous faisons chaque semaine. Et voilà, il y en a pas mal, mais c'est pour voir si vous suivez. J'ai suivi. Et il y a quelques personnes à son enterrement, parce elle vivait recluse, quoi. Oui. Et sa sœur meurt 9 jours plus tard. Et elles sont enterrées l'une à côté de l'autre. Et voilà l'histoire de Lizzie Borden.
Eh bien, écoute, j'aime C'est beaucoup. fou, hein? Ouais. Attends, je vais essayer de retrouver. C'est une de ces histoires de légende dont le nom nous dit quelque chose, mais c'était intéressant de l'avoir dans l'intégralité. Bah, c'est ça. Est-ce que vous voulez entendre la comptine? C'est censé être une comptine pour enfants. Hein. Mais ils prête? sont tous dark. Vas-y. Attends, est-ce qu'il faut... What? C'est pas possible. C'est pas pour les enfants. Tu te fiches de moi. En gros, c'est juste 4 phrases, cette comptine magique qui parle comme ça. C'est Lizzie Borden a pris une hache et elle a donné à sa mère 40 coups. Et quand elle a vu ce qu'elle a fait, elle a donné à son père 41. Oh mon Dieu. Je le posterai. Bah après, moi, vous avez des trucs ici qui me font peur. Genre, la première fois que j'ai vu Bonne Nuit des petits, vous avez des news des années 50 en noir et blanc qui, on dirait qu'ils vont vous manger. Et puis avec la Bonne Nuit des petits. Qui jette de la cocaïne. Qui jette la cocaïne avant de t'endormir. Et je dis, mais qui s'est endormi sans ça? Ça donne des cauchemars. Ah, c'était génial. Vous êtes bizarre. Ouais, Non, mais des cantines pas sont comprendre. London Bridge is falling down. Pour l'autre, Ring Around the Roses. Ça, c'était une histoire d'après the plague. Ah non, je connais pas. La plague in French. La mort noire? La peste noire. La peste noire. Où en fait, c'est une chanson où on dit que tu fais un tour dans les rosiers. En fait, c'est parce qu'on mettait des fleurs dans la poche des gens pour pas sentir l'odeur des corps. Enfin, il y en a plein des cantines qui sont très... Mais je sais pas. Alors, il doit y en avoir en France, en français en tout cas. Je suis sûre qu'on doit avoir des petites comptines pour enfants un peu dark, mais j'aimerais bien. Je fais un petit jeu, ouais. Bah, Parce qu'en anglais, je sais qu'il y en a plein. Alouette. Tu déchiquites le petit oiseau là, vous enlevez le bec, vous enlevez le truc. Mais c'est fun. Alouette, Alouette, go! Bah, c'est comme le... Take off his face. Ou le rat, là, une souris verte. Et il la noie. Tu le trempes dans l'huile, tu le trempes dans l'eau. c'est affreux. Yum. J'aime pas ça. Sur ce, Très bon rosé. ouais, envoyez un mail Alors, si vous le souhaitez. à desmeurtresduvin@gmail.com. Si vous avez des histoires, en fait, parce que j'entends plein de gens qui disent « Ah, moi, je connais une affaire criminelle, Comme moi, toutes les semaines. voilà, mais qui est proche de moi, qui s'est passée dans ma ville, etc. » Envoyez-la nous, comme ça, on la lira sur le podcast. Et si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast, etc., abonnez-vous au podcast et mettez-nous le maximum d'étoiles, hein, s'il vous plaît, parce que à un moment donné, il faut dire ce qui est, on fait un podcast de qualité. Ouais, c'est super recherché. Très Beaucoup de recherché, travail. n'est-ce pas? Et voilà. Et du coup, Si t'aimais ça, like and subscribe.